passer à notre dernier examen de l'année, puisqu'on est dans la logique d'évaluation de la loi montagne. Et donc je passe la parole à Marie-Noëlle Battistel. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Le 28 décembre 2016, il y a tout juste un an, presque une éternité déjà pour certains, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité moins une voix la loi dite Montagne Acte 2. Cette loi qui avait pour vocation d'adapter la loi de 1985 au XXIe siècle a été conçue à partir du rapport Un acte 2 pour la montagne remis au Premier ministre en septembre 2015 par les députés Annie Genevard et Bernadette Laclais. Celles-ci, issues des rangs de la majorité et de l'opposition d'alors, de la droite et de la gauche d'alors, sont devenues les co-rapporteurs pour l'Assemblée nationale de ce texte transpartisan. Concertation, co-construction et consensus ont été les maîtres mots de cette loi qui était très attendue dans nos territoires de montagne. Je voulais le souligner parce que c'est un fait très exceptionnel, voire inédit, que deux rapporteurs sur une loi soient issus de la majorité et de l'opposition. Donc je ne sais pas si on le reverra, mais en tout cas, ça a été le cas pour cette loi montagne. Alors qu'est-ce que la montagne ? Espace de rêve et de loisirs pour certains, poumon écologique et sanctuaire de la biodiversité pour d'autres, lieu de production agricole, vivier de l'économie blanche et de la production d'énergie pour d'autres encore, la montagne est avant tout un lieu de vie. Ni réserve d'Indiens, ni zone de non-droit, la montagne est une sentinelle du changement climatique et un territoire d'avenir qui mêle l'ancrage des traditions et l'élan de l'innovation. Je le dis sans emphase et avec recul, les territoires de montagne sont une chance pour la République. Une chance pour la République par son apport au reste du pays, à condition bien sûr que l'on tienne compte de leurs spécificités, des handicaps naturels parfois, des richesses et de leurs aménités toujours, et enfin de leurs besoins de développement et de la nécessité de les protéger. Les grands principes de la loi de 1985, comme l'adaptation des normes aux spécificités des territoires de montagne, ont donc été réaffirmés, modernisés et à de nombreux titres renforcés. Puisque nous sommes nombreux ici à vouloir redonner du crédit à la parole publique, je ne doute pas que nous soyons nombreux à insister pour que ces grands principes largement partagés soient maintenant appliqués. L'objet de notre rapport, un an après, est bien de veiller, chers collègues, à ce que l'esprit du législateur et la lettre de la loi ne soient pas trahis. L'objet de notre travail reste évidemment de nous assurer que les principales dispositions de la loi Montagne 2 ont bien été suivies des faits, de nous assurer que les décrets d'application sont bien parus et que la loi votée par la représentation nationale soit bien celle qui s'applique sur les territoires. Le contrôle parlementaire est une prérogative importante et une mission noble du législateur qui ne va malheureusement pas toujours de soi. À défaut de cocotiers à nos altitudes, il nous faut parfois secouer le sapin pour que les réformes votées deviennent concrètes. Nous avons auditionné, vous le savez, plusieurs responsables ministériels, éducation nationale, travail, transition écologique et solidaire, cohésion des territoires et santé. Je veux remercier ici, à travers le gouvernement, les administrations qui se sont, à quelques exceptions près, mises à notre disposition. Nous avons eu quelques difficultés, néanmoins, avec le ministère de la Santé, sur lequel nous avons eu beaucoup de mal à trouver des rendez-vous qui pouvaient convenir et avoir les éléments que nous attendions. Nous avons articulé notre rapport autour de nombreux thèmes. Vous me permettrez de vous parler particulièrement de 4 d'entre eux: la gouvernance des territoires de montagne, l'urbanisme en montagne, les saisonniers et les régies de remontée mécanique et la question du prédateur. Mon collègue Jean-Bernard Sempastous parlera des autres sujets. La gouvernance de la montagne a été, je crois, améliorée par la loi Montagne 2. Le Conseil national de la montagne, présidé par le Premier ministre, reste le lieu de concertation privilégiée entre le gouvernement et les représentants de nos territoires sur les politiques publiques à mettre en œuvre. Les comités de massif permettent également ce travail essentiel de concertation entre élus, associations et tissus économiques. Les décrets précisant les règles et le fonctionnement de ces instances sont bien parus et sont conformes, je veux en témoigner ici, à la loi. Nous nous en félicitons. En revanche, si ces décrets sont conformes à la loi, de nombreuses inquiétudes s'expriment sur une approche politique bien peu conforme, elle, à l'esprit du texte. Les récentes procédures de désignation de certains élus,
tant au Conseil national de la montagne que dans les comités de massif, ont soulevé des inquiétudes. Et là, je veux assumer totalement mes propos sans y associer mon collègue. La neutralité politique qui permettait à l'ancien monde de construire jusqu'ici un consensus au-delà des sensibilités dans l'intérêt des territoires semble avoir cessé d'être. Au Conseil national de la montagne, les 5 élus désignés au nom de l'Assemblée nationale sont tous des députés de la majorité gouvernementale. Le nouveau monde et le dépassement des clivages semblent ne pas atteindre les sommets. C'est bien dommage et, à titre personnel, je voulais ici le regretter. Un deuxième sujet d'importance pour l'application de la loi est celui de l'urbanisme. Les unités touristiques nouvelles, dites UTN, avaient mobilisé, pour ceux qui étaient présents pendant cette période d'examen de la loi, une très grande partie des débats parlementaires, car cela posait une question très difficile à résoudre. Comment construire de grands ensembles touristiques, résidences, remontées mécaniques, pistes de ski notamment, dans des territoires naturels protégés? Comment concilier les intérêts économiques, les intérêts urbanistiques et les intérêts écologiques? Le décret d'application de l'article 71 sur les UTN est paru dans les 6 mois suivant l'adoption de la loi. Il est conforme à ce que nous avions écrit, même si il ne satisfait pas forcément, mais c'était l'objet d'un consensus lors de la CMP. Et donc, évidemment, il y a des frustrations de part et d'autre, mais en tout cas, le décret est conforme. En revanche, que faire, par exemple, du cas juridique de l'UTN sur un territoire où le PLU serait cassé? On a un certain nombre de cas aujourd'hui en France et assez peu de solutions. Donc, je crois qu'il faut ici se pencher sur cette question. Également, il manque toujours un document essentiel que les élus de montagne attendent depuis longtemps. Le droit en matière d'urbanisme est si complexe et ses interprétations si divergentes qu'une circulaire sur l'urbanisme en montagne doit permettre de l'expliciter et d'aider les élus et les préfets à l'appliquer. Malgré nos demandes, cette circulaire n'est toujours pas disponible, mais on nous a dit qu'elle était fin prête. Voilà. Elle serait essentielle, par exemple, pour savoir comment interpréter le principe d'urbanisation en continuité, très difficile à appliquer en montagne. Nous insistons donc ici une nouvelle fois sur cette demande. Enfin, sur la question du prédateur, en particulier le loup, puisque je crois que mon collègue parlera de l'ours, la loi n'appelait pas la prise d'un décret. Mais son article 60 prévoyait une gestion différenciée selon les territoires. Nous avions relevé que l'application de ce principe de lutte contre les actes de prédation devait se traduire par des autorisations nationales de prélèvement du loup, réparties par massif en fonction de la population estimée du prédateur et du nombre de bêtes de bétail tuées dans les faits. Cette différenciation n'est pourtant pas présente dans le dernier arrêté du 18 juillet 2017 qui fixe le nombre de prélèvements de loups à 40. Nous le regrettons. Elle devait y figurer comme principe d'équité explicitement garanti à l'ensemble des éleveurs. Par ailleurs, un nouveau plan d'action loup 2018-2022 va rentrer en vigueur. Avec l'ensemble des élus concernés, nous nous inquiétons vivement de ces orientations. Il devrait conduire pour la première fois à fixer l'objectif d'une population de 500 loups d'ici 2023 en France, contre environ 360 aujourd'hui. Ce seuil minimal de population viable doit, semble-t-il, garantir la survie du loup en France. Mais si, à la lumière de l'actualité et des attaques subies par nos bergers, ce chiffre pose surtout la question de la préservation des activités de pastoralisme. Au-delà même de leur vocation économique et de la vie de femmes et d'hommes dont le métier est menacé, les activités de pastoralisme sont également nécessaires au maintien de la biodiversité, en luttant contre l'embroussaillement des zones de pâturage et donc contre le risque d'incendie. En outre, l'augmentation du nombre de loups en circulation impose aux éleveurs de recourir à des méthodes de défense de plus en plus lourdes et non dénuées de risques, en particulier le recours mal maîtrisé aux chiens de défense, les patous ou les chiens d'Anatolie, peut entraîner des attaques sur les usagers de la nature, notamment sur les randonneurs, et c'est le cas sur mon territoire de manière régulière, et entraîner l'engagement de la responsabilité des éleveurs, mais aussi des élus. Sur cette question, je resterai bien évidemment très vigilante. Je voudrais aussi évoquer devant vous l'évolution effective des règles applicables au logement des saisonniers, indispensables notamment dans les stations de ski.
où les collectivités qui ont créé des agences immobilières à vocation sociale ne peuvent faire assurer cette mission par des agents. C'est illégal. L'article 48 entend résoudre cette difficulté juridique, mais nécessite un décret en Conseil d'État. Je me permets d'insister car ce décret est très attendu et permettra aux collectivités d'assurer cette pratique vertueuse qui transforme des lits froids en logements sociaux à vocation saisonnière. Concernant l'article 45 et le décret relatif à l'expérimentation sur 3 ans de l'extension du régime d'activité partielle à toutes les régies de ski, ce décret est sorti très rapidement et donne entière satisfaction. Peu coûteux, il rend un vrai service et sa pérennité à l'issue des 3 ans est très souhaitable. Je ne pourrais évidemment terminer sans évoquer la nécessité d'accélérer la couverture numérique en montagne qui reste encore largement défavorisée. Et notre commission et notre président de commission y travaillent d'arrache-pied et effectivement très attachés à cette couverture. Mais les dernières dispositions fiscales, notamment sur l'IFER, ne me rassurent pas, car lorsqu'il y a réduction de la capacité d'investissement, c'est évidemment toujours la montagne qui est défavorisée, puisque secteur isolé et donc beaucoup plus coûteux. De nombreux sujets n'ont pas pu être évoqués ici par moi-même, mais mon collègue Jean-Bernard Sempastous évoquera certains d'entre eux. Et pour le reste, je vous invite à prendre connaissance dans le rapport de l'ensemble des propos que nous avons tenus. Voilà un an, nous avions proposé une loi complète, transversale, permettant d'adapter l'ensemble de la législation à la spécificité montagnarde. Il s'agissait d'un grand pas et d'une réponse aux besoins exprimés sur le terrain. J'invite cette année, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, à poursuivre ce travail en faisant en sorte que cette évaluation soit suivie des faits. La montagne en a besoin. Merci.